Alors déjà, les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité dans le monde, donc c'est pas une paille. C'est la deuxième cause de mortalité en France. C'est un sujet majeur pour le handicap, si vous amputez des patients, pour les déficits moteurs, d'orthophonie suite à des AVC. Donc je pense qu'il faut se saisir du sujet. Alors bon, il y a des choses qui bougent. Je pense que c'est un sujet majeur de par ça, déjà. Voilà. Donc, alors après, le dépistage, évidemment, chez des patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires classiques, dyslipidémie, hypertension artérielle, diabète, hérédité, tabagisme. Mais déjà, je pense que, vu l'épidémie actuelle d'obésité, donc la vague de très probable de diabète, d'hypertension qui va en découler, je pense que déjà, si tous nos patients diabétiques avaient un dépistage, ça serait déjà bien. Et moi, il y a un deuxième sujet qui me tient à cœur, c'est le dépistage également chez les femmes. Parce qu'effectivement, quand on regarde les statistiques, les maladies cardiovasculaires et ses complications, c'est la première cause de décès précoce chez les femmes en France. Et souvent, tous les signes cliniques qu'on peut voir dans les coronaropathies, dans l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, c'est fait par des hommes pour des hommes. Et souvent, donc, du coup, on dit par exemple que les femmes ont des signes atypiques. En fait, elles n'ont pas des signes atypiques quand elles ont un angor ou quand elles ont une artériopathie athéromateuse. C'est qu'elles ont des signes différents de ce qu'on voit dans les livres ou de ce qu'on a appris. Et donc, souvent, c'est négligé ou diagnostiqué beaucoup plus tard. Et donc, je pense que sur ces deux populations-là, c'est hyper important d'être encore plus attentif. L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ou maintenant artériopathie athéromateuse des membres inférieurs, c'est en fait un dépôt de tartre, c'est le tartre des artères, c'est ce que je dis moi aux patients, pour simplifier, pour être trivial, c'est un dépôt, un épaississement de la paroi des artères qui va progressivement donc réduire le calibre des artères, donc causer en aval, donc en dessous de l'artère, dans le territoire qui est nourri par l'artère, des problèmes ischémiques. C'est une maladie systémique, c'est-à-dire que théoriquement, toutes vos artères peuvent être atteintes par ce dépôt-là et ce mécanisme-là, dont les facteurs de risque sont ceux qu'on a cités tout à l'heure. Il faut voir ça un peu, en anglais on dit que c'est un silent killer, un tueur silencieux. En fait, c'est un peu ça, c'est le principe de l'iceberg, si vous voulez. Vous avez trois, séparés en quatre grandes localisations. Vous avez tout ce qui va être carotidien, donc si vous avez ce dépôt au niveau des carotides avec donc une sténose, un rétrécissement qui devient significatif, qui peut causer une ischémie cérébrale, donc un accident vasculaire cérébral ou accident ischémique transitoire. Vous avez une deuxième localisation majeure qui est les coronaires, donc les artères du cœur, les artères qui sont là pour nourrir le muscle cardiaque, on appelle trivialement l'infarctus du myocarde quand c'est en aigu. L'artériopathie, donc athéromateuse des membres inférieurs. Et moi, je rajoute, parce que j'aime bien quand même un peu distinguer, l'anévrisme de l'aorte abdominale. Alors, l'artériopathie athéromateuse des membres inférieurs, c'est pas l'échodoppler, c'est pas l'angioscanner, c'est pas des choses qui coûtent excessivement cher. C'est un rapport de pression entre la cheville et la tension humérale. C'est ce qu'on appelle l'index de pression systolique. Si vous avez ce rapport qui est inférieur à 0,9, vous diagnostiquez une artériopathie athéromateuse des membres inférieurs. Alors, vous allez ensuite la classer, qu'elle soit asymptomatique, que le patient ait une claudication, c'est-à-dire une douleur à l'effort, en général au niveau du mollet, ou que vous soyez dans des stades très avancés où il y a tellement peu d'oxygène, que l'artère est tellement sténosée, le calibre est tellement rétréci ou même bouché que les gens ont des douleurs dites de décubitus, des douleurs en permanence, ou même des troubles trophiques, des plaies qui ne cicatrisent pas. Au-delà de ça, de cette classification qui est peut-être un peu spécialisée, si vous faites juste ça, que vous avez un IPS inférieur à 0,9, vous avez gagné. Vous avez diagnostiqué une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc, vous faites rentrer votre patient dans la maladie athéromateuse. Et donc, on revient sur ce qu'on disait à la question précédente, c'est-à-dire que votre patient, de facto, rentre théoriquement à très haut risque cardiovasculaire. Donc, ça va être
une façon de rentrer dans la maladie athéromateuse et du coup d'aller chercher ce qui ne va pas ailleurs. Les facteurs de risque cardiovasculaire dont on a parlé, de les dépister, de les traiter, de rechercher une coronaropathie, de rechercher une sténose des carotides pour limiter le risque d'AIT et d'AVC. Donc c'est ça qui est bien, c'est juste avec ce petit geste-là, qui est très rapide, mais vous permettez en fait de faire un dépistage de la maladie athéromateuse globalement, et du coup de limiter, et là on est vraiment dans la prévention. Oui, parce que ça va plus vite, c'est automatisé. Moi, ce que je trouve de bien aussi, c'est que déjà vous gardez les données qui sont sécurisées sur un cloud, et ça permet aussi, admettons que vous avez un patient qui a une artériopathie, qui a été revascularisé, ça permet de voir l'évolution, ça permet de motiver le patient, et si en plus vous avez un diagramme qui permet de lui faire comprendre que là, il est dans le rouge, par exemple, si l'IPS est inférieur à 0,9, ben je trouve que c'est un côté d'éducation thérapeutique qui est majeur, qui est important. Moi, je suis très favorable à dépister, puisque justement, alors pas forcément dépister pour dépister une artériopathie athéromateuse, sauf si vous la suspectez cliniquement. Un patient vient vous voir parce qu'il a mal à la jambe quand il marche, pour faire un tri entre quelque chose qui va être neurologique, quelque chose qui va être rhumatologique, ou quelque chose qui va être vasculaire. L'IPS va vous aider, quelle que soit votre spécialité. Par contre, et c'est aussi important, justement, pour voir justement si faire rentrer votre patient dans la maladie athéromateuse et donc enchaîner tous les dépistages dont on parle. Donc je pense que c'est intéressant de le faire, quelle que soit sa spécialité. Que l'on soit médecin généraliste et qu'un patient vienne nous voir avec une douleur à la jambe, ou là spécifiquement on va vouloir vraiment diagnostiquer l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ou s'en servir comme facteur de risque cardiovasculaire indépendant, au même titre que le diabète, l'hypertension, et ce dont on a parlé tout à l'heure. Je mets juste un petit modérato par rapport au dépistage systématique. Je prends un exemple. Pour un petit cas clinique rapide, vous avez un patient, 55 ans, tabagique, hypertendu, bien équilibré, il se plaint de rien. Vous avez les pouls, vous palpez les pouls en périphérie, vous lui faites des IPS parce que vous êtes un peu formé, intéressé, que vous avez l'appareil, très bien. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il est important, et c'est la 4e cible dont je vous parlais tout à l'heure, je pense que ça peut quand même être intéressant sur ces patients-là de les envoyer en consultation, notamment pour dépister les anévrismes de l'aorte abdominale. Parce que vous avez des gens qui vont avoir toutes ces caractéristiques que je viens de vous citer, qui vont être totalement asymptomatiques. Dans l'écrasante majorité des cas, l'IPS, on est d'accord, c'est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, il va vous aider à suivre votre patient, à dépister les maladies athéromateuses. S'il a mal à la jambe, ça va vous aider à débrouiller. Mais attention, pour le dépistage, à ne pas s'arrêter forcément à l'IPS. Pour certains patients, les hommes plus de 50 ans et un facteur de risque cardiovasculaire surajouté, les femmes plus de 55 ans et un facteur de risque cardiovasculaire surajouté, je pense qu'il est important de les envoyer ou de faire une échographie de dépistage pour ne pas négliger les anévrismes de l'aorte abdominale qui sont totalement asymptomatiques jusqu'à ce qu'ils se fissurent, où là ça peut être à l'O15. Oui, disons que la première chose à faire, moi quand je diagnostique une artériopathie, la première chose que je fais, c'est que je propose au patient de faire un dépistage des autres cibles. Et la première chose à faire, c'est faire un ECG pour voir où il en est au niveau du cœur, par exemple. Donc c'est sûr que si vous avez tout sur le même outil, c'est plus rapide, plus efficace, vous conservez tout dans le même dossier. Si vous avez besoin d'échanger avec les collègues, c'est hyper intéressant, tout à fait. Moi, par rapport aux outils, si on va un peu plus loin que l'index de pression systolique, alors ça peut rentrer dans les détails, mais c'est important, si vous avez par exemple des patients diabétiques, vous avez ce qu'on appelle l'IPS, normalement, inférieur à 0,9, on a dit tout à l'heure, mais il a une norme, il a des bornes. C'est entre 1,4 et 0,9.
Si vous êtes à plus de 1,4, ben, ça correspond en fait à une pression de cheville qui est supérieure à 220 mm de mercure. Grosso modo, si vous le faites manuellement, avec les brassards à main, vous montez, et ça ne sert pas, vous n'arrivez pas à écraser votre artère au niveau de la cheville. Le patient, à un moment donné, il vous met une claque parce qu'il a mal, quoi. Voilà. On appelle ça les artères incompressibles. Ce mécanisme-là, il est lié à la médiacalcose. La médiacalcose, c'est une calcification d'une des tuniques de l'artère qu'on appelle la média, en fait, qui devient, il faut imaginer ça comme la charpente de l'artère, si vous voulez, sur lequel se fait des dépôts de calcium, pour être trivial, et l'artère devient très dure, et donc incompressible. Ces mécanismes-là, ce mécanisme de médiacalcose, atteint beaucoup les facteurs de risque, c'est l'âge supérieur à 80 ans, les patients diabétiques, les patients insuffisants rénaux, surtout s'ils ont eu de la dialyse. Pour ces patients-là, donc, l'IPS va être supérieur à 1,4. Un IPS supérieur à 1,4, c'est aussi un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Mais si vous avez besoin de mieux évaluer votre hémodynamique, vous allez vous servir de la pression d'orteil. Voilà. C'est-à-dire la même chose, même principe, sauf qu'avec un mini brassard, vous allez prendre votre pression à l'orteil. Pourquoi? Parce que on sait que les artères interdigitales aux orteils, théoriquement, sont, alors je ne vais pas dire pas, parce on apprend souvent pas atteintes, en réalité c'est pas tout à fait vrai, sont moins atteintes par ce mécanisme de médiacalcose. Voilà. En réalité, si vous faites des radios systématiques à tous les patients diabétiques, vous avez jusqu'à 40% de patients qui peuvent avoir des calcifications au niveau des artères interdigitales. Donc il faut aussi des fois interpréter et se méfier de la pression d'orteil. Mais en tout cas, c'est un outil supplémentaire pour, dans le cadre et du dépistage et forcément du suivi des patients. Surtout si vous faites des patients avec des troubles trophiques, avec des plaies. Ben moi, je suis un ancien praticien hospitalier. Alors, je continue encore à consulter une fois par semaine à l'hôpital, mais je me suis installé en libéral dans un secteur un peu sous-doté, un peu rude, on va dire, il y a 5 ans maintenant. Et je savais que dans ma patientèle, j'aurais du dépistage et j'aurais beaucoup de patients dits artériels, avec des problèmes artériels. Je savais que je voulais faire aussi de la consultation d'ulcères vasculaires, de plaies chroniques. Donc je voulais effectivement, certes, avoir un IPS, faire des IPS, mais aussi faire de la pression d'orteil, avoir conservé des photos d'ulcères. Et donc forcément, en faisant des recherches, je suis tombé sur l'appareil que je ne connaissais pas il y a 5 ans. Et forcément, c'est sûr que vous avez tout sur la même tablette, vous achetez vos modules en fonction de ce dont vous avez besoin. C'est absolument idéal. En plus, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, si vous faites des tests de marche pour les artériopathes, des tapis type Strandless, j'ai aussi acheté le CG pour quand même vérifier ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est idéal d'avoir tout sur le même outil. Ce qui est très agréable avec la tablette, avec le Messi, c'est cette possibilité de conserver dans un cloud vos données, de pouvoir y avoir accès via l'application sur la tablette certes, mais aussi sur l'ordinateur, et également de pouvoir prendre des photos. Moi je m'en sers beaucoup pour le suivi des ulcères, de la planimétrie, avec des petites réglettes jetables pour la taille des ulcères et l'évolution des ulcères. Et moi, dans mon activité de médecin vasculaire, d'angiologue, je m'en sers aussi pour, comme je fais souvent des marquages de varices, rien à voir avec le côté artériel. Et c'est vrai que je prends en photo le marquage de la varice que j'envoie au chirurgien via la tablette la veille de l'intervention. C'est vrai que des fois, si le patient passe à la douche, ou si on bétadine un peu fort, le marquage peut s'effacer. Là, au moins, il y a la cartographie faite sur le patient. Les chirurgiens avec qui je le fais sont assez fans. Voilà, ça peut être aussi une autre utilité. Oui, parce que moi, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, j'ai un assistant médical à mi-temps, mais alors, c'est vrai qu'il y a de l'aide parce que je l'ai formé à prendre ces mesures, hein,
qui sont après de toute façon hyper intuitives. Mais c'est vrai que le reste du temps, c'est moi qui fais tout en consultation. Et c'est vrai que quand vous recevez une plaie, que vous avez le Doppler à faire, le pansement à faire, la pression d'orteil à faire, enfin, c'est excessivement rapide à poser. Vous avez le résultat immédiatement. Vous pouvez même l'imprimer et le joindre au compte rendu. Ça fait gagner énormément de temps. Bon, après, je reviens, je vais vous prendre l'exemple encore une fois sur les plaies, par exemple. Il y a certaines thérapeutiques en cicatrisation d'ulcères qui ne sont pas accessibles en médecine de ville. Si vous avez les pressions négatives, ce qu'on appelle les VAC, l'utilisation de certaines topiques, le flammacérium, qui est utilisé et qui se développe de plus en plus dans certaines catégories d'ulcères, qui ne sont pas utilisables en ville. Enfin, ça peut être utilisé en ville, mais ça ne peut pas être initié en ville. Donc, je prends la photo avec la tablette. Je peux même envoyer plusieurs photos pour l'évolution avec un avis sécurisé type téléexpertise, avec un outil de téléexpertise. Et je peux voir, voilà, j'appelle les copains, grosso modo, qu'est-ce que vous pensez de la plaie? Moi, je mettrais bien un VAC, moi, je mettrais bien du flammacérium, est-ce que vous pensez qu'on peut greffer, etc. Et ça permet d'échanger et d'avoir un regard sur la plaie. Donc, rien que pour ça, c'est absolument génial. Je veux hospitaliser un patient parce qu'il est en ischémie critique, il a une nécrose d'orteil. Le chirurgien, ça le rassure, il aime bien avoir la photo de la plaie, pour savoir ce qui va lui arriver dessus. Donc j'envoie la photo en même temps que le compte rendu de ma consultation, de mon écho-doppler. Et c'est vrai que les gens ils sont assez friands de ça. Alors, pour être moins trivial, moi je pense que ça satellise la consultation, clairement. C'est-à-dire que c'est un accélérateur de particules, clairement. Forcément, déjà, c'est un gain de temps majeur. C'est, pour moi, dans ma pratique, extrêmement fiable. C'est un outil qui permet de faire de l'éducation thérapeutique. C'est un outil qui permet de juger de l'évolution des patients. Pour moi, ça n'a que des avantages. Honnêtement, mes modules, je les ai donc depuis 5 ans. Ils font entre 20 et 25 patients par jour. J'ai rien changé. Donc, en plus, c'est solide, quoi. Pourtant, je ne veux pas dire que je les maltraite, mais voilà, je les utilise bien comme il faut. Donc, je pense que vraiment, moi en tout cas, je suis convaincu de l'outil, clairement, que des avantages.